L'art, comme la cuisine, est une invitation au voyage. Voyage à travers les contrées, mais aussi voyage dans le temps et dans l'histoire des hommes. À Londres, tout près de Hyde Park Corner, Apsley House, la demeure du duc de Wellington, abrite aujourd'hui un musée. Alberto Herreis, le chef espagnol du restaurant parisien El Fogón, est venu y découvrir une œuvre qui le fascine depuis des années, le porteur d'eau de Séville, une œuvre signée Diego Velázquez. Ça vaut vraiment le déplacement parce que je connais très bien ce tableau et depuis très longtemps. Je l'ai vu dans de multiples reproductions, dans beaucoup de catalogues, mais cela n'a rien à voir avec ce que je vois ici. Il y a toujours une magie dans ce tableau. Il y a un sens, une théâtralité, une composition qui m'attire et je ressens toujours ça quand je le vois. Cette manière de nous introduire à une époque, de nous dire et de nous montrer comment on s'habillait, comment on mangeait, un peu comme Cervantes, cela raconte la vie quotidienne des petites gens. Considéré comme le premier chef-d'œuvre de Velázquez, le porteur d'eau de Séville est une huile sur toile de 106 sur 81 cm, peinte aux alentours de 1620. Un porteur d'eau riche d'une histoire jalonnée de multiples rebondissements qui l'a amené aujourd'hui jusqu'à Londres, dans la demeure des Wellington. Le duc de Wellington commandait les forces alliées lors de la bataille de Vittoria, où il a battu Joseph Bonaparte. Dans sa fuite, les bagages personnels de Bonaparte ont été capturés par les forces alliées. Et on y a trouvé un pot de chambre en argent, des livres, des manuscrits, des dessins et aussi quelques peintures. Les peintures avaient été utilisées pour protéger les mules de la pluie. Donc Wellington a envoyé les peintures en Angleterre à son frère, Lord Marlborough, et lui a demandé de les identifier, de les restaurer. Marlborough lui répond et lui dit qu'il s'agit de peintures magnifiques et qu'elles ont été visiblement volées à la famille royale espagnole et qu'il faut les rendre. Mais le roi d'Espagne, qui a récupéré son trône, fera savoir à Wellington qu'il peut garder les peintures en signe de remerciement pour son aide à la libération de l'Espagne. Un menu imaginé au fil de l'eau par Alberto Herreis. Le chef espagnol, installé à Paris, est un inconditionnel de Velázquez. Et cette œuvre, où une simple figue repose dans un verre d'eau, lui a inspiré un menu raffiné et complexe, tout en transparence. Nous allons reproduire un verre avec un consommé de morue solidifié et rempli de légumes et de fruits de mer. Ensuite, nous allons faire une image de la marée, quand la marée a baissé et qu'il reste quelques flaques avec des restes de poissons, de coquillages. Nous allons reproduire ça. Et pour accompagner ce menu, j'ai choisi de la manzanilla, un vin de Jerez, un vin presque transparent. Et pour terminer, il y aura le verre à la figue avec de la fleur d'oranger, un peu d'aloe vera, des transparences, des fruits transparents, et la figue sera l'élément central du verre. Dans cette quête de transparence, Alberto Herreis sera entouré de Guillaume Kienz, historien de l'art et biographe de Velázquez, Lady Mary Wellesley, descendante du duc de Wellington, Juan Manuel Bonet, directeur de l'Institut Cervantes à Paris, Eva Maria Busson Jiménez, guide de cave de Manzanilla, et Alain Cohen, expert en fruits et légumes d'exception. Diego Velázquez naît à Séville en 1599, dans l'une des villes les plus peuplées et dynamiques d'Europe. C'est une ville de brassage de la communauté flamande, avec la communauté italienne, avec des Espagnols bien sûr, avec aussi des esclaves venus d'Afrique du Nord. Et Séville est aussi un carrefour ouvert sur le monde, l'ancien monde, et aussi avec le nouveau monde qui est alors largement dominé par l'Espagne. De sorte que Séville est vraiment la plateforme où s'échangent toutes les nouveautés, toutes les curiosités et également des œuvres d'art qui vont partir pour aller décorer les nouveaux sanctuaires de ce nouveau monde. À 11 ans, le jeune Diego entre dans l'atelier du plus important peintre de la ville, Francisco Pacheco. Peintre, un métier estimé à l'époque, qui permet de fréquenter les plus hautes strates de la société. Après cette année de formation, Velázquez obtient ses galons de peintre et épouse la fille de son maître.
épouser la fille du patron, c'est s'assurer un réseau, s'assurer une bonne implantation dans le tissu socio-économique de Séville. D'après les premiers tableaux que l'on connaît de Velázquez, lorsqu'on les observe, on voit immédiatement que techniquement, Velázquez fait la différence. Sa peinture est onctueuse, crémeuse, gourmande, et Velázquez va déjà se différencier de Pacheco, va déjà laisser loin derrière lui Pacheco. Car dès ses premières toiles, Velázquez impose son style. Il n'est pas forcément très original dans ses thèmes, dans la peinture religieuse des Immaculées Conceptions, comme tout le monde en peint, mais c'est d'abord son sens de la lumière, sa construction des masses qui va le différencier. Et ensuite, c'est un sens de l'économie, un sens de la sobriété. Il n'y a pas un mot de trop dans les tableaux de Velázquez. Ainsi, dans ces scènes de cuisine, on ne retrouvera pas du tout la profusion flamande que l'on peut voir chez les inventeurs de ces scènes de marché à arrière-plan biblique que sont Peter Hertzen ou Joachim Böckler. Mais Velázquez va épurer ses compositions, va retenir notre attention sur des éléments extrêmement simples, extrêmement rares, et d'une certaine manière, il va suspendre le temps de ses représentations, ce qui va leur donner un charme absolument incroyable. Mais Séville ne suffit plus au jeune Velázquez. Il veut devenir peintre du roi. Après une première tentative infructueuse, en 1623, il est rappelé à la cour pour peindre le portrait de Philippe IV, un portrait qui signera le début de sa grande carrière à la cour d'Espagne. Ce que Philippe IV reconnaît d'abord dans Velázquez, c'est un talent. Le roi n'a pas besoin d'être beau, le roi n'a pas besoin de plaire, le roi a besoin d'être glorieux. Le roi doit avoir l'air royal. Velázquez va régénérer et renouveler le genre du portrait qui, à la cour d'Espagne, est un genre essoufflé, devenu froid, devenu plat. Et Velázquez va justement insuffler, au contraire, de la vie dans ses portraits. Et c'est ce qui va le rendre absolument unique dans l'histoire de l'art. Velázquez passera sa vie entière à la cour d'Espagne, dont il grimpera tous les échelons. Fonctionnaire des bâtiments du roi, conservateur des collections royales, tout en continuant à peindre des œuvres qui feront date. La meilleure manière de résumer la place de Velázquez dans l'histoire de l'art, c'est encore de laisser parler les artistes. Manet, d'abord, qui dit que c'est le peintre des peintres. Quand on met le nez sur les tableaux de Velázquez, la dispute, le combat des touches du pinceau annonce l'impressionnisme. Peut-être le meilleur mot reste celui de Dali. Lorsque l'on demande à Dali « Quoi de neuf en art ?», il répond « Velázquez ». C'est-à-dire que Velázquez est toujours neuf. Dans les cuisines de son restaurant parisien, Alberto Héraïs a trouvé dans le verre d'eau à la figue peint par Velázquez une source d'inspiration intarissable. Entre les mains de ce magicien, le liquide deviendra solide et les aliments entreront en lévitation. Hemos preparado un consomé de la ventresca del bacalao. Nous avons préparé un consommé de ventrèche de morue. On l'a mis à cuire pendant 7 heures entre 55 et 60 degrés et nous avons obtenu un liquide très gélatineux qui, lorsqu'on le mettra au froid, deviendra solide et permettra de figer tous ces produits dans la coupe. Et on aura un goût de morue, de thym, d'herbe, de petits pois, de citron confit, escargot de mer, de légumes. Et ce sera mon hommage à la figue dans ce verre. On va utiliser un verre à martini et le verre à cocktail va devenir un plat. Un poquito. Et maintenant, on va le laisser reposer au réfrigérateur entre un quart d'heure et 20 minutes. Au congélateur, c'est plus rapide. Pour obtenir cet effet de suspension, Alberto procède par couches. L'opération doit être renouvelée 2 fois. Regardez ma gélatine sans gélatine. Et pour terminer, une écume de menthe et petits pois. La cerise sur le gâteau, comme on dit. Ça ressemble un peu à la manzanilla, aux voiles de levure qui protègent le vin. On est dans le même registre. Il faut savoir qu'à Séville, on faisait des vins comme à Jerez, et encore aujourd'hui, on produit selon les mêmes méthodes. Sanlúcar de Barrameda, à une centaine de kilomètres de Séville. La ville andalouse jouxte le territoire des vignobles de Jerez, mais c'est un vin à la transparence unique que l'on y produit, la manzanilla.
Ici, on a une grande tradition de petites tavernes dans lesquelles on fait un peu ce que l'on voit sur le tableau. Dans ce cas-là, c'est de l'eau, mais dans notre coin, je peux vous assurer qu'on boit plus de vin que d'eau. La manzanilla serait née par accident. Avant, on faisait du vin dans la région, et donc on remplissait les tonneaux entièrement de vin. Et apparemment, un jour, un monsieur n'eut pas assez de vin pour remplir son tonneau. Donc il resta un espace vide au-dessus de la manzanilla, sur lequel s'est développé un voile de levure, une sorte de champignon qui protégeait le vin de l'oxygène. Quand le monsieur va voir son tonneau, il se rend compte que quelque chose d'anormal s'est produit, et il pense qu'il va devoir tout jeter. Il goûte quand même, et la première chose qu'il constate, c'est qu'il est blanc, qu'il n'est pas foncé comme les vins habituels. Et ensuite, que ce voile de levure est plutôt bénéfique. Telle est l'une des multiples légendes de la manzanilla. Manzanilla, c'est le nom d'une infusion de camomille en espagnol, une infusion dont ce vin aurait la couleur. Manzana, c'est aussi le nom de la pomme en espagnol, dont ce vin si particulier aurait un peu l'odeur. Un vin unique au monde. Nous sommes les seuls à pouvoir produire ce vin, car nous nous situons là où débouche le fleuve Guadalquivir. C'est la zone la plus humide d'Europe. On atteint souvent 100% d'humidité, ce qui fait que le champignon, cette levure qui se forme sur la manzanilla, se développe très très bien. Ce voile de levure qui se forme sur le vin n'est pas la seule particularité de la manzanilla. Les tonneaux sont ensuite envoyés dans des criaderas où ils seront élevés par soleras, c'est-à-dire en étage. Sur la rangée au sol, nous avons des vins de soleras, c'est-à-dire les vins les plus vieux, à peu près 6 ans. Nous allons en sortir un tiers dans l'année pour le mettre en bouteille, puis on va le remplir avec le tonneau du dessus, qui est un vin un peu plus jeune, d'environ 5 ans. C'est ce que l'on appelle la première criadera. Ensuite, celui-là, on va le remplir avec celui du dessus, qui sera notre deuxième criadera. Et on continuera ainsi jusqu'à la dernière rangée de tonneaux que l'on remplira avec le vin de la vendange de l'année. On utilise cette méthode pour que nos vins soient toujours homogènes et que l'on ait toujours plus ou moins la même qualité. La manzanilla vieillit entre 3 et 9 ans, et si l'abus d'alcool est assurément dangereux pour la santé, ce vin à l'acidité étonnante recèlerait quelques vertus. C'est antiseptique, ça nettoie vraiment le palais et c'est l'une des raisons pour laquelle on l'associe souvent au tapas. On goûte une tapa, on prend un verre de manzanilla et on peut parfaitement ensuite déguster une autre tapa. Comme elle est antiseptique, elle est aussi idéale pour soulager un petit mal de gorge. C'est un vin qui est très peu sucré, à peine 3 mg par litre, ce qui est quasi nul. Aussi, au siècle dernier, un pharmacien de Sanlúcar n'hésitait pas à le recommander à ses patients comme un remède antidiabétique. Dans des caves comme celle-ci, va naître un genre de peinture très prisé dans l'Espagne du XVIIe siècle, le bodegón, dont Velázquez sera un des plus grands ambassadeurs. Bodegón, c'est à la fois le lieu où on mange et on boit, ça vient de bodega, la bodega c'est la cave, c'est l'endroit où on conserve les bouteilles, et c'est à la fois le genre de peinture qui va être pratiqué et par Velázquez dans ce cas-là, et par d'autres peintres qui vont se consacrer exclusivement à ce genre. Diego Velázquez a tout juste 20 ans quand il réalise ce bodegón consacré à une figure essentielle des villes de l'époque, l'aguador, autrement dit, le porteur d'eau. Un porteur d'eau, eh bien, il allait à Séville aux fontaines et il remplissait des jarres aux fontaines, il chargeait ses mulets avec ces jarres et il allait approvisionner les riches résidences sévillanes. C'est ce qu'on appelle un personnage séquent, c'est-à-dire qu'il frayait autant avec les picaros des auberges, puisque c'était un homme de condition modeste, mais il pouvait accéder jusque au Saint des Saints, jusque dans les plus fermés des palais sévillans. Pour moi, c'est un tableau qui est très sévillan, qui parle, comme beaucoup de tableaux de cette époque-là de Velázquez, de la vie quotidienne sévillane. C'est une peinture, celle-ci, celle que nous avons ici, très prosaïste. C'est tout à fait, disons, quotidien, mais c'est transcendé. Ça devient une peinture universelle. En fait, il y a une maestria incroyable, il y a un génie incroyable. C'est une peinture où il y a les choses humbles de la vie placées devant nous, rendues avec une naturalité extraordinaire. Avec un sujet à l'apparence banale, Velázquez réalise ce qui est considéré comme son premier chef-d'œuvre, car déjà, son talent saute aux yeux.
Ce qui attire sans doute le regard du spectateur, c'est le visage de profil qui immédiatement, comme par un effet de détente, renvoie à l'extrême premier plan qui est cette jarre. Et à partir du moment où on est concentré sur cette jarre, où on commence à voir les détails illusionnistes, des gouttes ou des rainures de la céramique, le regard va commencer à circuler dans le tableau, à comparer les textures entre elles, à opposer une texture solide comme celle de la jarre, de la texture transparente et fragile qui est celle du verre. Et puis on va remonter dans les regards et on va voir comment est-ce que ces regards des personnages dans le tableau vont circuler. Velázquez, à partir de ce tableau, va mettre au point une forme d'idée de la peinture, ou plutôt d'idée du tableau. Le tableau doit capter l'attention et retenir l'attention. Dans ces tableaux, Velázquez nous emprisonne pendant une certaine durée. Velázquez va vouloir faire sortir son tableau du simple périmètre de la toile. Velázquez captive le spectateur et l'éblouit par sa maîtrise des couleurs. Velázquez est un grand peintre des blancs. Il réussit à rendre ces blancs incendiaires par un liseré très fin qui va devenir coupant comme une tranche de rasoir. Et dans le même temps, Velázquez est un peintre de l'harmonie. Dès le début, c'est un peintre à la palette extrêmement réduite, avec des ocres, avec des bruns, avec des jaunes, qui va jouer sur une gamme, qui va jouer sur une variation. Et ce qui est passionnant, c'est de voir comment, avec peu de moyens, il arrive à beaucoup d'effets. L'art a pour mission d'éterniser des instants, des moments. Il n'y a aucun autre témoignage aussi lumineux sur cette Séville que ces tableaux. La qualité du regard, les magnifiques instants sublimés là, les tissus, les céramiques, tout cela est un monde absolument magique. Cette céramique andalouse a donné des idées à Alberto Héraïs pour imaginer un plat au nom énigmatique, marée montante sur la plage. Il va d'abord s'attaquer à la mer. J'imagine qu'il y a un consommé ici en train de chauffer. Ici, il y a les braises, et ces marques-là, ce sont des trous pour amener de l'air, pour que les braises puissent chauffer et ne pas s'éteindre. Et c'est une soupe, un consommé qui est ici et que j'ai essayé de reproduire. Ici, nous avons coupé des légumes, des poireaux, un peu de carottes, un peu d'oignons, et on ajoute un peu de blanc d'œuf. Ça, c'est une touche de modernité. Des crevettes du Vietnam et un peu de viande hachée, de la viande de bœuf, que l'on va mélanger. Il faudra 2 jours de cuisson à feu très doux pour obtenir un bouillon à point. Voilà, on a notre consommé et maintenant on va le parfumer. À Madrid, on a l'habitude de mettre du citron dans les consommés ou du jerez ou de la manzanilla et nous, on va mettre les deux. Donc du citron et pour être un peu plus exotique, du citron vert. Un peu de gingembre et un peu de manzanilla et on va le laisser au réfrigérateur pour qu'il soit bien froid. Pour moi, la mer est froide. Donc on va servir le consommé froid pour qu'il inonde la plage de fruits de mer et en faire un plat complètement froid. Alors maintenant, c'est le moment de faire la plage. Ça ne veut pas dire qu'on va à la plage pour prendre le soleil. Non, non. La plage va être là. On va la faire ici. On va faire ces petits puits qu'il y a sur la plage où il reste un peu d'eau, où l'on trouve des coquillages. Enfin, notre mer est un peu intérieure, une mer rêvée, plus imaginaire que réelle. Ça, c'est le sable. C'est une purée de rutabaga que nous avons cuite avec un peu de safran. Elle a un côté très doux qui sera très bien pour contraster avec l'iode des produits de la mer. Ici, on a travaillé une algue sèche, on l'a cuisinée avec des oursins, on les a émulsionnés, et donc c'est une algue qui a le goût des oursins. Un plat qui n'est pas sans rappeler les ocres de l'habit du porteur d'eau. Le plat est terminé. Il a un côté baroque avec toute cette profusion. C'est ma plage imaginaire et moi, en tant qu'homme de la Mancha, de l'intérieur, j'ai toujours une image totalement idéalisée, donc bon, c'est ma plage. Et bientôt, la mer viendra inonder la plage. Seul aliment visible de la toile, la figue est un fruit mystérieux, empreint de symboles et de mythes. Alain Cohen connaît bien son histoire.
Primeur d'exception pour les plus grands chefs du monde, que pense-t-il de la figue peinte par Velázquez? Déjà, le tableau, je le trouve merveilleux, de la présence des personnages. Et puis cette figue, c'est assez mystérieux, une espèce de fruit qui a l'air aussi en lévitation au fond du verre, là. Les gestes, les deux mains qu'on voit, le vieil homme qui tend ce verre et le gamin qui le reçoit, on a presque l'impression que ce vieillard et ce gamin, il lui transmet presque c'est le fruit de la connaissance. Dans le Nouveau Testament, le fruit de la connaissance, on dit que c'est la pomme, mais si on se réfère à l'Ancien Testament, c'est la figue. Originaire d'Asie du Sud-Est, la figue serait le plus ancien fruit cultivé par l'homme. Sa domestication remonte à 10 000 ans avant Jésus-Christ, un millénaire avant les premières cultures de blé. Christophe Colomb, chaque fois qu'il revenait en Espagne, il ramenait les fruits du Nouveau Monde. Un des fruits qu'il a ramené, c'est la figue. Plus tard, Louis XIV aussi a entendu parler de ce fruit merveilleux. Il a donné ça à son jardinier, il l'a mis en culture aussi. Et ce fruit qui, à l'origine, était un fruit populaire, quand il est arrivé en Europe occidentale, est devenu un fruit luxueux, on va dire. La figue s'est parfaitement adaptée au climat méditerranéen. C'est d'ailleurs sous le soleil provençal qu'ont poussé les variétés sélectionnées tout spécialement par Alain pour Alberto. Regarde, tu vois le tableau. J'ai envie de finir avec un verre, donner un verre. Ce geste qu'il a les aguadors de donner le verre, je vais donner à table un verre, comme ça, tel quel. Donc il me faut une figue. Ok. Donc là, la ronde de Bordeaux, celle-là, c'est la première figue qu'on obtient, la première qui sort et qui dure assez longtemps. On l'a pendant presque un mois et demi. C'est celle qui ressemble le plus à la forme de la figue du tableau. Elles ont presque la même taille en plus. C'est vraiment celle qui ressemble le plus, là. Regarde. Et tu sais, en plus de l'esthétique, il me faut le goût. Ben oui, alors c'est pour ça. Peut-être, il faudra que tu vois, mais peut-être la sultane, elle est déjà un petit peu plus mûre. Regarde, regarde. Même juste le poids de la lame suffit à la couper. Voilà, et là, on est déjà sur un fruit vraiment mûr. Ça, c'est quelque chose qui va t'intéresser. Oui, c'est le de miel, hein. Elle fait déjà du miel. Ouais. Où ira la préférence d'Alberto? La douceur de la sultane ou la délicatesse de la ronde de Bordeaux? Le choix du chef pourrait bien tenir à un zeste d'agrumes. Peut-être une idée, hein, la fleur d'oranger. T'auras moins l'amertume, mais Tu vois, l'acidité que ça ramène. l'acidité, le côté doux, avec la confrontation avec les grains, le côté sucre et miel, je crois qu'il va aller très bien. Moi, mon préféré, c'est ces figues, que c'est les rondes de Bordeaux. Bon, celle-là, tu peux lui mettre une petite étiquette, c'est la figue de Velázquez, tu la reconnaîtras. D'accord? Salut. Salut. Pour commencer ce repas autour de Velázquez, la coupe tout en transparence imaginée par Alberto Héraïs intrigue quelque peu les invités. La première bouchée est saisissante. C'est vrai que moi, quand j'ai vu arriver ça, un grand verre de gélatine, moi, c'est pas vraiment mon truc. Les moments où t'as du croquant... Il y a un seul grain de gélatine. Si tu le laisses comme ça au soleil, à 28 degrés, il est liquide. En tout cas, c'est frais. On peut se dire qu'avec le climat de Séville, ça va être agréable. C'est très léger, en fait, par rapport à l'Aguador, qui est un tableau très lourd, avec des objets qui sont lourds. Alors, il y a de la transparence, c'est vrai, mais ça joue aussi sur le contraste. Et voilà, comme la marée, il monte, Ça, c'est magnifique. il monte la marée. C'est l'ensablement du Guadalquivir, en fait. Je suis émerveillé par ça. plat est Vraiment, fabuleux, c'est fabuleux. absolument incroyable. Cette espèce de liquide qu'il y a au fond, qui a une toile de fond, qu'on retrouve un peu une couleur comme ça dans la bouche. Chaque fois qu'on passe d'un fruit de mer à l'autre, on a l'impression de se balader au bord de la mer et de ramasser les coquillages l'un après l'autre et de les goûter comme si ils sont presque encore dans leur jus marin, quoi. Moi, j'ai trouvé aussi dans certaines études, l'Aguador s'appelle el corzo, non? Parce qu'il y avait beaucoup de Corses qui étaient à Aguador et à Séville. Il y avait une expression qui était être aussi riche que le Corse de Séville. Ça veut dire que le métier de Aguador, c'était très rémunérateur, mais enfin, pour les gens du peuple. Et pour finir ce repas, les invités vont se prêter à un étrange cérémonial pour s'enivrer du parfum de la figue. Dans l'arbre, parmi les branches. Et tout ça, c'est pour annoncer le dessert.
C'est pousser le culot à l'extrême de servir juste une odeur à table. On a commencé et on va finir avec le même thème, un verre. Voilà. 4 jolies coupes de champagne. En plus, on ne peut pas renverser, donc pour une fin de repas, un peu arrosé, c'est très bien. C'est une gélatine de figues, litchi, aloe vera et fleurs d'oranger. Le cœur du cœur de la figue est au cœur du dessert. Là. Mais vous avez essayé, si on met une figue dans l'eau, ça donne du goût ou ça donne pas de goût? Non. Et donc, pas de goût. Il faut mariner longtemps. Ça donne du goût à la peinture, mais pas à l'eau. Merci beaucoup. Théophile Gautier a écrit « Comme le soleil qui éclaire indifféremment tous les objets de ses rayons, faisant d'une goutte d'eau un diamant, Velázquez épanche sa radieuse couleur sur toute chose et sans les changer, leur donne une valeur inestimable. »